Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'expérience client, un sujet qui me tient pas mal à cœur. En fait, simplement, j'ai eu l'occasion de recevoir sur mon blog Jean-Jacques Gressy, qui est le PDG de l'Académie du Service. En fait, l'Académie du Service, si vous ne le connaissez pas, c'est une entreprise en fait qui est vraiment spécialisée dans l'expérience client et en focus en fait sur le concept de symétrie des intentions qui a été créé par Thierry Spencer et Benoît Méronin, qui a comme philosophie de dire que si on veut donner une expérience client de qualité, il faut d'abord que les collaborateurs aussi soient orientés clients. Et donc en fait c'est vraiment intéressant parce que il m'a écrit un article là-dessus sur les 3 étapes en fait pour mettre en place justement une expérience client de qualité. Et ça, ça devient de plus en plus important puisque dans notre contexte économique actuel, si les gens n'ont pas une bonne raison de rester avec vous, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont passer chez un concurrent parce qu'ils ont, bah non, il est moins cher, il offre une qualité de service qui est un peu meilleure, etc. Et ce qui était assez intéressant, c'est que là, il n'y a pas très longtemps, justement, j'ai discuté avec un responsable d'un service client qui a travaillé chez un éditeur de logiciels que je connais, un confrère. Et c'est vrai que lui, il a intervenu entre guillemets en mission pompier pour remplacer un superviseur qui était parti. Et c'est vrai qu'il me disait, il comprenait pas en fait comment cette boîte fonctionnait, puisqu'en fait tous les managers, tous les superviseurs étaient tout le temps en mode pompier. Et il y avait des pratiques qui étaient complètement dingues. C'est-à-dire que le superviseur était en copie de des dizaines et des dizaines d'échanges par jour. Les collaborateurs avaient très peu d'autonomie. Les collaborateurs n'avaient jamais été formés aux nouvelles techniques de relations clients. J'en ai vu là ici avec François Bouche. Hein, je vous invite à lire cet article qui est sur le blog sur comment gérer un client insatisfait, ou Michel Boyer de la marque aussi, sur la gestion de l'insatisfaction. Bref, ils étaient pas du tout formés, c'était vraiment, il me disait, c'était assez hallucinant. En plus, il y avait vraiment des surpromesses qui avaient été faites. Il y avait une gestion en fait humaine qui était très mauvaise, puisqu'en fait, les gens étaient sous pression. Il y avait 50% d'arrêt de travail dans la boîte au service client. Un manager qui partait en vacances était à peine remplacé. Les autres devaient compenser son travail. Enfin bon, voilà, toute une horreur. Et donc en fait, là, ça montre que si on n'a pas des collaborateurs engagés, là, 50% de taux d'absentéisme, c'est un truc de ouf. Et des gens qui restaient parfois une semaine, 2 semaines, tellement en fait l'organisation était mauvaise avec des mauvaises méthodes, etc. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé sur ce sujet-là, je vous invite à consulter en fait la conférence que j'ai co-animée avec Yacine Benhamer de Consorente, où tout simplement en fait il nous expliquait ces trucs et astuces pour avoir des collaborateurs beaucoup plus engagés, parce qu'eux ils travaillent bien sûr dans le domaine en fait de la relation client. Ils ont 600 collaborateurs qui répondent à des questions techniques informatiques, et ils y mettent en place des techniques de gamification pour motiver les gens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis une application qui permet en fait d'avoir des badges, d'avoir des reconnaissances, etc., etc. Et ça, ces genres de techniques-là a réussi à faire en sorte que le turnover a été réduit de 50% sur 50 sur un certain nombre d'équipes, et ils ont eu des pics de productivité grâce à ça. Mais c'est pas que l'application, c'est le concept, c'est donner plus d'autonomie aux gens, faire travailler sur l'intelligence collective. Par exemple, en fait, les collaborateurs étaient amenés à réfléchir en disant voilà, il va y avoir un pic d'activité en début janvier. Là, pour l'instant, on est en décembre, c'est un petit peu calme. Est-ce que vous pourriez réfléchir aux choses qui permettraient d'avoir plus de motivation et de pouvoir en fait être en meilleure posture pour aborder cette phase de pic. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que ces personnes-là, en fait, elles ont suggéré plusieurs choses, donc des suggestions d'amélioration. Mais par exemple, ils ont suggéré de faire un tournoi de jeux vidéo pendant une période qui était un peu calme. Et en fait, grâce à ça, ils ont été vachement plus motivés parce qu'après, ils étaient plus soudés, surtout des équipes qui travaillent parfois à distance, pas forcément ensemble avec le télétravail. Et ça a vraiment favorisé. Voilà. Bon, je reviens quand même à mon article là, sur l'académie, fait par Jean-Jacques Gressier de l'Académie des services. En fait, il rappelait un petit peu quels sont les fondamentaux du marketing des services. Alors, pourquoi en fait c'est important de rappeler ça? Parce qu'en fait, autant pour des startups qui vendent des logiciels, autant pour des gens qui vendent des produits de grande consommation, des produits industriels, la notion en fait d'expérience collaborateur est quand même moins forte. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous vendrez une prestation où finalement ce
compte le plus, c'est pas la relation avec la personne, mais au contraire que le produit délivré réponde au service, et bien en fait cette notion de expérience collaborateur est beaucoup moins forte. Je m'explique, vous achetez en fait des cookies en grande surface, vous achetez un iPhone, vous achetez une souris, ben en fait finalement le potentiel humain aura relativement peu d'importance parce que ben, moi pour ma souris, je pense que j'ai jamais appelé le support technique, j'ai jamais envoyé un email. Et en fait, finalement, investir sur l'expérience collaborateur aurait peu de sens. Pareil, si on est Coca, investir sur l'expérience collaborateur quand on vend des canettes de Coca, ça a moins d'intérêt parce qu'en fait, ce qui intéresse les gens, c'est pas forcément la relation qu'ils auront avec l'entreprise parce qu'ils en auront très peu. Par contre, si on est dans le marketing des services, si on est par exemple peut-être vendeur de logiciels mais avec un support important, c'est-à-dire qu'on va pas faire du self-care comme par exemple, je sais pas, un outil comme Loom que moi j'utilise pour faire de la capture écran, ou Camtasia, le logiciel que j'utilise pour la capture écran, qui est totalement self-service, là il n'y a pas besoin d'aide. Mais si vous êtes par exemple comme moi qui travaille en fait pour Eloquent, où il y a vraiment une importance du sur-mesure, du relationnel, des comités de pilotage, là par contre ça devient important parce que l'humain est vraiment au cœur. Et c'est là en fait que ça fait la différence parce que vous avez un accompagnement. Et moi ça m'est arrivé, là je travaille en fait avec une société et ils ont un logiciel qui est correct, mais bon, ce qui fait la différence, c'est pas le logiciel, c'est tout l'accompagnement, c'est le support, l'aide, etc. Parce que c'est un produit qui est super technique et à chaque fois en fait d'avoir quelqu'un qui est là pour vous aider, ça fait la différence. Et je leur ai suggéré plusieurs fois en disant votre produit, c'est pas le meilleur du marché, mais par contre, les collaborateurs, les gens qui font la gestion de projet, les gens du support, ils sont agréables, ils sont réactifs, et c'est ça en fait qui fait la différence. Si ça avait été juste sur le produit, je donnerais une mauvaise note, mais la moyenne produit plus support est importante. Et c'est pour ça en fait que quand on est dans le domaine du service, c'est essentiel de travailler donc l'expérience client, l'expérience collaborateur. Donc voilà. Et donc dans cet article, vous pourrez le lire si vous voulez. Hein, vous avez juste à taper manager l'expérience client et conseil marketing. Et vous trouverez directement cet article-là. Il revient un peu sur les concepts de base que sont l'expérience client, la culture client, le parcours client. Qu'est-ce qu'un moment de vérité, qu'est-ce qu'un irritant. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est intéressant que je vous invite à faire dans votre entreprise, c'est définir qu'est-ce qu'une réclamation. Alors pourquoi, vous allez me dire, quel intérêt de définir ce que c'est une réclamation? Tout simplement parce que dans une entreprise, les gens n'auront pas la même notion de ce que c'est une réclamation. Je vous donne un exemple, il y a une entreprise, une très grande mutuelle avec qui j'ai travaillé et qui est un de nos clients, qui a mis en place en fait un service justement réclamation. Et normalement, le service réclamation, c'est uniquement pour les gens qui ont fait une demande et ils ont eu un problème particulier et donc il faut une réclamation. Sauf ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec la mise en place de ce service réclamation, tous les gens en fait les conseillers qui avaient une personne au téléphone et quand ils voyaient en fait un dysfonctionnement, quelque chose qui n'allait pas dans l'entreprise, un problème de prix, etc. En fait, ils disaient, mais non, mais je m'en décharge, c'est pas moi. C'est un problème de prix, c'est la personne qui s'est trompée de son produit, etc., etc. C'est un problème c'est un client qui a choisi la mauvaise prestation de service. Moi, je peux rien faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer au service réclamation. Au service réclamation, eux, je sais qu'ils ont un peu plus de pouvoir. Je sais qu'ils ont un peu plus l'habitude de gérer comme ça des personnes qui sont pas contentes et je vais leur transférer. Sauf que certes, c'est un avantage au départ parce que ça va permettre de nourrir le service réclamation, ça va permettre de l'installer dans l'entreprise, mais en fait, le problème c'est que les gens du service client classique, hein, les conseillers, vont en fait se décharger d'une partie du travail qu'ils pourraient faire eux-mêmes et ils vont en fait le donner au service réclamation. Alors le service réclamation n'est pas là pour gérer ces petits problèmes-là qui peuvent être résolus. Donc souvent, dans un premier temps, il faut donc accepter d'avoir ce service réclamation qui fait pas mal de choses, mais après il faut définir au même moment, il faut définir ce que c'est une réclamation et accompagner les équipes. Et ça, c'est vraiment important. Il est essentiel d'aller accompagner les équipes pour définir qu'est-ce qu'une réclamation. Et s'ils sont capables de gérer eux-mêmes, c'est de gérer à leur niveau. Et ça, c'est un truc qui est assez sympa. Ensuite, il parle aussi de l'aspect enchantement. Et ça, je vous ai déjà parlé souvent. L'enchantement, en fait, c'est de faire quelque chose qui va aller au-delà, en fait. C'est l'effet waouh. Et généralement, c'est ça qui va faire la différence. Souvent, quand on s'y attend pas, il faut mettre de l'émotion.
c'est les attentes moins enfin, ce qu'on a perçu, moins les attentes multipliées par le facteur émotion. Donc voilà, ça c'est l'effet ou le CE, la fameuse ECE, l'expérience client supérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attendait à quelque chose de moyen, on a quelque chose qui est vachement plus important, et si c'était quelque chose qui comptait, waouh, on va dire waouh, waouh. Et c'est pour ça, en fait, dans ces moments de vérité, il faut les travailler. Donc, dans cet article-là, il y a quand même quelque chose d'intéressant à retenir, hein, que l'on soit en fait dans le domaine de la prestation de services, donc le marketing des services, ou dans le domaine des produits, c'est qu'en fait, il faut savoir se baser sur 3 points. Le premier, en fait, c'est améliorer l'offre et l'innover. Ça, c'est essentiel, que l'on soit dans une activité de service, que l'on soit dans une activité de produit, et bien en fait, c'est travailler sur ça au départ. Parce que si le client, en fait, il achète un produit, il attend en fait un service minimum, et c'est ça que vous devez fournir. La personne, elle paye, et donc, en fait, elle veut en avoir pour son argent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous êtes dans le domaine des services, ou que vous avez un relationnel qui est important avec les clients, il faut absolument travailler sur la symétrie des attentions. Et donc, en fait, le fait que les collaborateurs soient impliqués, en fait, à répondre aux clients. Troisième point, c'est après, essayer de faire en sorte que cette culture client, cette orientation client, soit diffusée au cœur de l'entreprise et soit une préoccupation au quotidien. Et ça, en fait, c'est différents niveaux. Parce qu'en fait, si vous dites aux collaborateurs, bah, voilà, le client c'est important, il faut faire ceci, il faut faire cela, et que vous ne donnez pas en fait au manager les moyens et les outils de diffuser ça, vous allez tomber dans un mur, et vous allez rentrer dans un mur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez dire au conseiller de dire, bah voilà, vous allez maintenant aider le client c'est super important, on va vous permettre de faire des gestes commerciaux jusqu'à ce temps de trucs, si jamais il y a un litige, vous pourrez faire ceci, cela, répondez en votre nom, blablabla. Bla, bla, bla. Donc en fait, les gens vont être beaucoup plus autonomes. Et le manager qui est au-dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il va se retrouver dans une situation où en fait il n'a plus son pouvoir, on lui a enlevé son pouvoir de décider si on pouvait faire des gestes commerciaux ou pas, et pour lui c'est un vrai changement. Donc en fait il ne doit plus être la personne qui décide, qui arbitre et qui prend tous les emails, mais au contraire il doit être là pour coacher, pour aider. Et c'est un rôle qui est totalement différent, et si la personne n'a pas compris ça, et ben en fait ce manager, en fait, lui, il va aller à l'encontre de cette politique qui est de donner plus d'autonomie, de faire en sorte que les collaborateurs puissent faire des choses. Alors bien sûr, lié à ça, il y a aussi cette changement de culture qui est la culture d'accepter l'erreur. Si on n'accepte pas l'erreur parce qu'on a délégué plus et que bah, voilà, les collaborateurs vont avoir plus d'autonomie, donc ils vont éventuellement faire des erreurs, et ben en fait ça aussi c'est quelque chose, le management de la confiance est essentiel à mettre, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une transformation à faire, et dans certaines entreprises, j'ai déjà eu des échos là-dessus, bah, cette transition est trop dure, parce qu'il y a une culture du contrôle, il y a une culture en fait du manager qui doit vérifier tout, et en fait parfois c'est même pas de leur faute, c'est tout simplement parce que c'est leur culture. En fait vous avez les 4 personnalités, hein, le fameux format DISC, avec les gens qui sont autoritaires, les gens qui sont très procéduriers, les gens qui sont plutôt créatifs, etc., etc., et les gens qui sont vraiment dans cet aspect confiance, sympathie, etc. Donc il y a vraiment 4 profils, et le profil qui est dans l'aspect très rigoureux, très technique, très procédurier, bah, il a du mal, le manager, à faire ça, parce que il perd son pouvoir, il perd son habitude, et là on lui dit non mais les gens vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, et là il va avoir du mal en fait à travailler là-dessus, et donc il faut les accompagner, les aider. Voilà. Donc là maintenant je reviens un petit peu sur sur cet article, et c'est cet aspect manager l'expérience client. Donc le premier axe c'est le produit. Ça c'est vraiment important, parce que si on n'a pas un produit qui répond au minimum qui est attendu, et bien forcément on va avoir des problèmes. Donc en fait le minimum c'est offrir la qualité attendu, hein, si possible aller un petit peu au-dessus. Faut pas faire non plus de la surqualité, parce que si vous offrez trop de qualité par rapport à ce que les gens attendent, bah, vous n'allez pas, enfin c'est inutile. J'ai en mémoire en fait une publicité, en fait, enfin plutôt un reportage qu'il y avait eu sur les bouillabaisse. En fait, ce qui se passe, c'est que bah, pour la bouillabaisse, en fait, les reporters étaient allés regarder en fait comment ça se passait sur le vrai prix de la bouillabaisse, et donc ils avaient comparé les bouillabaisses industrielles et puis celles en fait du petit producteur marseillais. Et donc en fait, ils ont donc visité les locaux, et puis en fait, ils s'étaient rendu compte que le petit producteur marseillais, qui avait la bouillabaisse traditionnelle, suivait une recette antique
enfin traditionnelle. Et en fait, il y avait, je crois, 5 sortes de poissons et de crustacés, ou 7 sortes de poissons et de crustacés, enfin, un truc de ouf. Et dans les industriels, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, ils avaient posé la question au gars, ils lui avaient dit, mais vous savez que vous avez X sortes de poissons et de crustacés et que vos concurrents non. Il disait, ah oui, bah oui, c'est la recette, mais vous ne marquez pas sur le packaging. Et puis les personnes disaient, bah non, c'est notre recette. Et en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il faisait en fait de la qualité perçue. Enfin, non perçue. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait, je ne dis pas que c'est de la surqualité, parce que justement, le fait d'avoir ce nombre de poissons, etc., faisait que justement, c'était la bouillabaisse traditionnelle et que ça avait ce goût-là, mais les gens ne s'en rendaient pas compte. Et donc, ils auraient dû forcément aller présenter de manière beaucoup plus précise et pointue cette histoire de qualité de bouillabaisse avec le nombre de poissons, etc. Ils ont dû le mettre dans le packaging parce que c'était pas perçu. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence, cette perception. D'ailleurs, tu vois, c'est ce que j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Mathieu Melou de Bouygues Télécom, qui va intervenir avec moi, enfin qui va intervenir plutôt tout seul, et moi je vais être animateur, à une matinée sur la relation client et la voix du client, où il expliquera en fait que la qualité perçue est essentielle, puisqu'en fait ça sert à rien de faire de la surqualité si la personne s'en rend pas compte. Et au contraire, il y a des petites choses en fait parfois qui ne comptent pas pour l'entreprise et qui comptent beaucoup pour le client. Un exemple, il y a un de nos clients en fait qui travaillait dans le domaine des logiciels, et en fait ils avaient un produit qui était très compliqué, très complexe, et ce qui se passait c'est qu'en fait les clients étaient plutôt satisfaits du produit, mais ce qui les ennuyait c'était l'aspect facturation, et les gens en interne disaient non mais la facturation les gens ils savent, ils ont qu'à regarder la facture, etc. Sauf qu'en fait ils se sont rendus compte que ça irritait les gens parce qu'ils avaient souscrit une offre et comprenaient pas pourquoi ils devaient payer tel service, et à chaque fois ça faisait des appels, ils devaient justifier, ça prenait du temps à les chercher, etc., etc. Bref, c'était compliqué, ça mettait du stress à tout le monde. Et donc, en fait, ils ont travaillé sur le système de facturation, l'explication, et là, tout de suite, en fait, ça fait un effort, et les gens disaient, ah, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus compréhensible. Un autre exemple en fait dans une entreprise où en fait ils avaient une offre en fait low cost et qui était plutôt self-care sur internet, et en fait il y avait une promesse qui était simple, hein, le service est gratuit sauf si vous ne faites pas de transactions au moins une fois dans le mois. Et en fait ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient beaucoup d'appels en fait de gens qui n'étaient pas contents, etc. Mais ils disaient mais comment ça se fait, c'est parce que ils ont souscrit à l'offre gratuite et puis ils n'ont pas fait les transactions dans le mois et ils se plaignent, machin, etc. Puis ils ont creusé un petit peu, et puis ils se sont rendu compte en fait qu'il y avait un dysfonctionnement dans le produit, quoi. Et donc c'était ce fameux truc de facturation qui passait le mois d'après au lieu de passer le jour J. En fait, un petit dysfonctionnement dans la facturation faisait que une transaction passée le dernier jour n'était pas comptabilisée dans le mois, mais le mois d'après. Voilà. Et ça, c'est des tout petits trucs qu'il faut vraiment identifier. Donc ça, c'est la partie qualité de service. Il faut également travailler la partie symétrie des attentions. Symétrie des attentions, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire que si on veut que les clients aient un service de qualité, il faut qu'il y ait des collaborateurs ici qui soient impliqués au départ et qui veulent justement offrir cette qualité de service. Alors souvent, c'est des profils qui sont plutôt empathiques, des gens qui aiment servir, etc., etc. Mais c'est pas tout. Il faut leur donner également cette volonté d'aider les personnes et les moyens. Si on ne donne pas comme ça cette autonomie, si on ne donne pas cette volonté d'aider les gens, ça ne va pas le faire. Par exemple, dans certaines entreprises, on a beau dire oui, le client c'est important, mais si au quotidien, les gens c'est il faut que tu fasses du pognon, il faut que tu fasses du chiffre, ce qui est important c'est rentrer du chiffre d'affaires, le collaborateur il comprendra que oui, c'est bien cette histoire d'expérience client, mais ce qui est important c'est ramener de l'argent. Donc si on ne va pas, en fait, par exemple, noter les conversations, indexer une partie de la performance sur le NPS, faire en sorte que le NPS soit indiqué partout dans les communications, etc., etc., la personne va dire non mais moi mon métier sur ce qui compte, sur quoi on m'attend, c'est cette partie chiffre d'affaires. Il faut véritablement faire changer cette mentalité-là et faire en sorte que finalement c'est ça qui est le plus important. Et ça en fait on s'en rend compte uniquement dans les entreprises quand il y a un problème. Et c'est là en fait que vous pourrez demander et faire une petite analyse très simple. Demandez-vous lorsqu'il y a un problème technique, qu'est-ce qui compte? Est-ce que quand il y a une crise, quand il y a un problème dans l'entreprise, est-ce qui compte le plus avec un client, c'est
le chiffre d'affaires ou c'est la satisfaction client. Si le but c'est essayer de se protéger derrière des procédures, de faire en sorte qu'on gagne de l'argent, etc., là forcément les collaborateurs vont passer la même chose. Si au contraire on se dit non mais ce qui est important c'est que le client soit satisfait et qu'on fasse son maximum, là le collaborateur comprendra qu'au-delà de la procédure, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, l'expérience client, l'expérience collaborateur, c'est ce qui est le plus important. Et donc là aussi, il faut travailler au niveau des collaborateurs parce que si les collaborateurs n'ont pas cet esprit-là et ni les moyens, ça ne va pas le faire. Un exemple, si au service client, bah voilà, vous avez un focus sur la durée moyenne de traitement en disant bah voilà, il faut que les appels durent en moyenne 5 minutes et pas plus. Si ça dure plus de 5 minutes, à ce moment-là, il y a un petit truc rouge qui dit attention, tac, 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 il va falloir expédier le client. Bah, le collaborateur, il va être là-dessus, il va se dire bon, je vais essayer d'expédier le client parce que j'ai d'autres clients qui sont en attente, etc. Si au contraire vous travaillez sur plutôt la résolution du problème, c'est ce qu'on appelle le first contact résolution ou first call résolution, c'est la résolution au premier appel, bah à ce moment-là vous allez entrer dans une autre philosophie, c'est-à-dire que la personne elle va essayer d'être sûre que ça marche. Et ça c'est un véritable impact, parce que dans certains services clients, avec ceux qui sont orientés durée moyenne de traitement, c'est-à-dire passer le moins de temps possible avec le client, essayer de prendre un maximum d'appels, et ben la personne va dire bon ok voilà la solution, je vous laisse essayer de votre côté et puis ensuite bah, vous nous rappelez s'il y a un problème. Bien sûr, la personne elle essaye, ça marche pas, elle attend encore 3-4 minutes de téléphone, elle explique son problème au client et là la pression est montée. Tandis que si la personne avant avait dit bah attendez, essayez, je reste 30 secondes avec vous et elle discute un petit peu aussi comment ça va, comment ça se passe, et bien là la personne dit ah ouais j'ai vraiment été accompagné, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour m'aider, etc., etc. Donc ce truc là c'est essentiel, c'est faire en sorte que le collaborateur soit orienté client parce qu'autrement vous n'aurez pas en fait cet aspect-là où le collaborateur va être là pour aider le client. Alors, il y a bien sûr quelques petits trucs à mettre en place et vérifier. Comment, déjà quelques éléments sur la relation de confiance. Est-ce que vous faites confiance au client ou pas? Est-ce que le client a toujours raison? Est-ce qu'il doit se justifier? Est-ce qu'il doit envoyer des captures écran? Est-ce qu'il doit remplir 3 formulaires? Voilà, c'est des choses qui sont emmerdantes. Par exemple, moi qui suis client internet, hein, une fois j'avais un problème de téléphonie, j'avais essayé de faire ça de mon côté, et quand je disais au téléphone, non mais j'ai essayé ça, j'ai déjà fait ça, vous savez, si je vous appelle, s'il fallait juste redémarrer la box, je l'ai déjà fait 3 fois. Et donc la personne disait, ok d'accord, je vous crois, on va passer à l'étape suivante. Voilà. Donc avoir de la confiance. Également, bon, bien sûr, les parties valeurs, comportement, savoir-vivre, l'autonomie. L'adaptabilité, est-ce que vous faites des choses pour fluidifier le parcours client, l'écoute de feedback, la considération, hein. Là aussi si vous considérez bien vos clients et vos collaborateurs, bah, ça va se jouer. C'est dans le livre Persuasion de Robert Cialdini qui dit que les entreprises en fait qui sont là pour faire du pognon, faire de l'argent et qui n'ont aucune considération pour leurs clients, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait bah, ça se joue aussi au niveau des comportements entre les collaborateurs eux-mêmes, c'est-à-dire que vous avez un management qui est terrible, les gens ils sont en train de travailler au coup de fouet, ils doivent bosser comme des malades parce qu'autrement ils savent très bien qu'ils vont être sectionnés, qu'il va y avoir des réunions. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand un collaborateur aussi va quitter l'entreprise, et ben en fait il va pas se laisser faire, il va faire un procès, il va aller faire une action judiciaire et finalement en fait le fait d'avoir un comportement qui est dur avec ses collaborateurs va faire que les clients seront aussi considérés durement et considérés comme uniquement des cartes de crédit. Et les collaborateurs, quand ils vont se barrer de l'entreprise, ils vont faire systématiquement des procès. Et donc, en fait, finalement, ça va coûter beaucoup plus cher à l'entreprise. Voilà. Et dernier point, troisième point de la méthode, c'est l'exigence managériale, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le prouver les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il faut montrer que l'expérience client est de qualité, montrer en fait ce qu'il faut faire, et donc montrer ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple mettre des success stories, le best failure, c'est-à-dire que ça s'est passé mal à un moment donné, et puis en fait, finalement, la personne du service client a fait un truc bien, et donc là, en fait, c'est très américain, mais ça marche très bien. Ça montre par l'exemple et par le positif que quand quelque chose se passe mal, on peut rattraper les choses. Voilà. L'auto-évaluation, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est que quand une transaction s'est mal passée, et ben en fait le collaborateur il va pouvoir mettre une note en disant tiens voilà le client il a respecté la procédure, il a fait le truc, etc. Mais il n'est pas content. Et en fait je note ça pour qu'il soit rappelé. Parce qu'autrement qu'est-ce qui va se passer? Si vous faites des enquêtes de satisfaction classiques, et ben en fait vous allez donc faire votre enquête, la personne elle va
répondre à l'enquête de satisfaction, puis elle va dire bah ouais je suis déçu, mais quelque part bah, c'est moi qui ai fait une erreur, ou c'est la procédure, ou j'ai pas acheté le bon produit, et il va dire voilà une note de 1 à 5, il va mettre par exemple 3, et finalement 3 c'est pas une si mauvaise note que ça, le client est pas hyper mécontent, mais il est pas content, mais voilà, il se dit bah c'est comme ça quoi, il est fataliste. Et avec cet aspect notation par le collaborateur, disant voilà le client est déçu, et où ce qu'on a fait pour lui est pas bon, bah, ça permet d'identifier cette insatisfaction cachée et toutes ces personnes qui sont entre guillemets le ventre mou de l'insatisfaction. Voilà. Et grâce à ça, en fait, vous pourrez piloter l'expérience client, la relation client et faire en sorte que vous serez dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. Alors j'espère que ce petit enregistrement vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller consulter l'article complet sur conseilmarketing.com, à vous taper tout simplement dans Google comment manager l'expérience client, et normalement je devrais sortir dans les premiers. Allez, à plus, bye bye.